Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir sur ton chapitre de première en enseignement scientifique sur la forme de la Terre. Et ça, on va le faire à travers le plan que tu as sous les yeux. Commençons par remonter dans le temps d'un peu plus de 2000 ans. On a l'habitude de se représenter les gens de l'époque comme étant persuadés que la Terre allait plate. Et après tout, ça semble assez logique puisque si on regarde au loin à l'horizon, la Terre elle a l'air vraiment plate. D'ailleurs, on a quelques représentations de la Terre de l'époque, comme celle de Hécatée de Milet, vers 500 ans avant Jésus-Christ environ. Et comme tu le vois, même si les représentations elles sont vraiment approximatives, on est bien sur une base d'une Terre plate, avec un océan tout autour. Alors bien sûr, de nos jours, c'est facile de constater que ce n'est pas le cas. La Terre est en réalité sphérique. On le sait parce qu'on a des avions et des bateaux qui font le tour tous les jours, et aussi depuis plus récemment parce qu'on est en mesure d'envoyer carrément des satellites au-dessus de nous pour cartographier l'intégralité du globe. Et même si donc la question de nos jours elle est tranchée, la Terre est sphérique, il y a quand même malgré tout entre 1 à 5% des gens aujourd'hui qui restent persuadés qu'elle est plate, avec une espèce de représentation comme celle d'Hécatée de Milet que tu as vu avant. Mais la plupart du temps, c'est plus pour des considérations religieuses ou des croyances que pour des raisons scientifiques. Bon, maintenant que je t'ai dit tout ça, on va rembobiner et revenir au début de cette vidéo. En réalité, beaucoup de savants savent que la Terre est sphérique depuis 400 ans avant Jésus-Christ. Et ça nous fait nous demander comment est-ce qu'ils ont pu déterminer que la Terre est sphérique, alors que quand on regarde au loin, on a l'impression qu'elle est plate. En réalité, ça, ils l'ont déduit de plusieurs moyens différents. Un des premiers arguments, c'est de remarquer que lorsqu'on a une éclipse de Lune, l'ombre projetée de la Terre sur la Lune, elle est circulaire. Alors pour rappel, une éclipse de Lune, c'est lorsqu'on a la Terre qui passe entre le Soleil et la Lune. C'est donc comme une éclipse solaire, sauf qu'on vient ici inverser la position des trois astres. Et comme tu le vois à droite ici, ça nous donne une indication sur la forme de l'ombre terrestre, et on voit qu'elle est plutôt circulaire. Et ça, on a plutôt du mal à l'expliquer avec une Terre plate. Deuxième argument, un peu plus subtil, il consiste à repérer la position des étoiles dans le ciel en plusieurs lieux distincts de la Terre. Donc maintenant c'est facile, il suffit d'aller sur internet et on a tout à disposition, mais à l'époque il fallait faire les relevés à la main et tout noter avec une grande précision pour constater les différences. Ici je t'ai mis la représentation du ciel étoilé de Marseille et de Londres, et comme tu le vois là par exemple à Marseille, on voit qu'il y a une étoile qui est visible vers l'ouest, alors que si on va à Londres, cette même étoile, on la voit pas. Mais on a aussi le phénomène inverse qui se produit. À Londres, ici, on a une étoile qui est visible tout au nord, alors qu'à Marseille, au même moment, cette étoile, on ne la voit pas. Et ça s'explique bien avec une Terre sphérique, puisque lorsque tu es à l'hémisphère sud, tu n'as pas accès à la même portion du ciel étoilé que lorsque tu es à l'hémisphère nord. Ici, on est dans un cas un peu moins extrême avec un déplacement de 1000 km environ, mais on a déjà des choses qui se repèrent. Dernier argument, et probablement un des plus célèbres, on va observer un bateau qui s'éloigne progressivement à l'horizon. On commence par le voir rétrécir, puis au bout d'un moment, on voit que le bas du bateau commence à disparaître, il n'est plus visible. Si on attend suffisamment longtemps, le bateau finit carrément par disparaître totalement. On ne voit plus rien. Et ça, avec une Terre plate, crois-moi, il y en a qui essayent de donner des explications, mais ça s'explique vraiment pas bien du tout. Bah oui, après tout, si on caricature à l'extrême, si la Terre était réellement plate, on pourrait observer, je sais pas moi, New York par exemple depuis Paris. Bon, il faudrait une bonne paire de jumelles, mais a priori, vu qu'on a des télescopes capables de voir des galaxies à des milliards d'années-lumière, ça poserait pas de soucis. Ce qui se passe, c'est que ici en rouge, tu as le rayon lumineux de ce que tu peux voir au maximum, donc tout ce qui est au-dessus, tu pourras le voir, mais tout ce qui est en dessous de ce rayon rouge est caché par la courbure de la Terre. Donc là, le bateau ici, il n'est pas visible pour cette personne. Bon, la question, elle est donc maintenant tranchée. On sait que la Terre, elle est sphérique, et d'ailleurs, ça fait plus de 2000 ans qu'on le sait. Et ça va même encore plus loin. On connaissait d'ailleurs sa taille, il y a plus de 2000 ans, avec une extrême précision. La première méthode vraiment crédible de mesure de la taille de la Terre, on la doit à Ératosthène, il y a environ 2000 ans, vers 200 avant Jésus-Christ. Pour comprendre sa méthode, on va considérer que le Soleil est tellement loin que ces rayons qui nous parviennent sont parallèles. Ensuite, on va venir planter des bâtons à la verticale dans le sol en plusieurs lieux de la Terre. Alors un des bâtons ici, on viendra le poser à une ville de telle sorte qu'au solstice d'été, il n'aura pas d'ombre. Donc le Soleil est pile à l'aplomb de ce bâton. Et comme la Terre est légèrement inclinée sur son axe, de l'ordre de 23 degrés, ça c'est quelque chose qui ne se produit pas à l'équateur, mais plus au nord de l'équateur. Donc ce bâton-là, il n'aura pas d'ombre au solstice d'été. Mais si on continue la logique et qu'on place un bâton plus au nord, au même moment, ce bâton, ailleurs sur la Terre, il aura, lui, une ombre. Et puisqu'il a une ombre, en mesurant la taille de l'ombre par rapport au bâton, on peut ici mesurer l'angle β. Je t'épargne les détails, mais ça c'est de la trigonométrie vraiment très basique. Et puisqu'on a ici deux droites parallèles, les rayons lumineux,
et une autre droite qui vient ici couper les deux droites parallèles, la projection du bâton qui est la verticale par rapport au sol, on peut reporter les deux angles ici. Nos deux droites, elles sont censées se couper à peu près au centre de la Terre. Encore une fois, ici on est sur des propriétés vraiment basiques de la géométrie, qui étaient connues à l'époque. Bon, Ératosthène, il a fait tout ça et il a mesuré un angle de 7,2 degrés. Ensuite, une fois qu'il a ça, il n'a plus qu'à mesurer la distance entre Alexandrie et Sienne. Puisque oui, je te l'ai pas dit, mais les deux villes choisies, c'est Alexandrie et Sienne. Et là, il a mesuré une distance de 5000 stades. Le stade, c'était une unité de longueur à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore le mètre, mais ça, on y revient tout de suite après dans la vidéo. Maintenant, on va faire preuve d'un peu de logique. Si une part ici, ça représente 7,2 degrés, pour faire un tour complet, il faut 360 degrés divisé par 7,2, soit 50 parts. Et si une petite distance ici d'une part, ça fait 5000 stades, le tour complet, ça fait 50 fois 5000. Soit 250 000 stades au total pour la circonférence de la Terre. Ça, c'est la mesure d'Ératosthène de la circonférence de la Terre et donc de sa taille. Et 250 000 stades, ça fait environ 39 000 km. Donc si on résume, Ératosthène, il y a plus de 2000 ans, avec des bâtons et un peu de géométrie, il mesure 39 000 km. Nous, aujourd'hui, avec des satellites et des mesures extrêmement précises de l'ordre du centimètre, on mesure 40 000 km. Soit un écart de un peu moins de 2%, avec des moyens vraiment très rudimentaires. Donc on peut lui tirer notre chapeau, son estimation, elle est vraiment très proche. On fait un bond dans le temps, plus de 2000 ans après Ératosthène. On en arrive à la méthode de Delambre et Méchain. Et ça va se passer pile pendant la Révolution française. Puisque à cette époque-là, il y a plein de revendications. Et une d'entre elles, c'est d'uniformiser l'unité de longueur. Bon, quelques savants de l'époque se réunissent et proposent de créer une nouvelle unité qui va mettre tout le monde d'accord, ça sera le mètre. Et il va donc falloir donner une définition à cette unité de longueur nouvellement créée. Alors avant que je rentre dans le détail, ici je suis pas en train de me moquer de toi, hein. C'était un vrai problème. Parce qu'il y avait plusieurs unités de longueur. Et dès que tu avais une relation commerciale entre des personnes, c'était un vrai casse-tête. Imagine là-bas que tu te dis que ton champ il s'arrête à 275 pieds de toi. Ton interlocuteur, il ne mesure peut-être pas avec les mêmes pieds que toi. Si on convertit ça en centimètres, hein, qui n'existait pas à l'époque, pour toi, peut-être que un pied, ça vaut 32 centimètres, alors que pour lui, un pied, ça vaut 33. Donc vous n'êtes pas d'accord sur ce que vous êtes en train de mesurer. Donc vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord lors de votre transaction. Et cette situation, elle se reproduisait plusieurs fois par jour, partout dans le pays. Un vrai casse-tête. On va donc donner une définition du mètre à partir d'une longueur qui est la même pour tout le monde. Donc pas les pieds de Jean-Jacques ou de Robert, on va utiliser une portion de la longueur terrestre. On va dire que c'est 1/10 du quart de la longueur d'un méridien terrestre. Et ça nous amène donc à la question, mais c'est quoi un méridien terrestre? Et un méridien terrestre, c'est la circonférence de la Terre en passant par les deux pôles. Tu fais un tour complet de la Terre en passant par le pôle nord et le pôle sud, et tu viens de mesurer la longueur d'un méridien terrestre. Et même si Ératosthène il en a donné une mesure assez précise, on a vu juste avant qu'il avait quand même un écart de l'ordre de 1 à 2%. Et si on est en train de créer une nouvelle unité de longueur qui doit être vraiment intouchable, 1 à 2% d'incertitude, c'est vraiment beaucoup trop. Donc à l'époque, la décision elle est prise de remesurer tout ça avec une précision bien plus importante. Et ça, on le demande à Jean-Baptiste Joseph Delambre et Pierre Méchain. Ils ont donc pour mission de mesurer la longueur du méridien terrestre pour pouvoir l'utiliser pour avoir une bonne définition du mètre. Et pour faire ça, ils doivent mesurer très précisément la distance entre Dunkerque et Barcelone en passant par Paris. Et avant que je te donne leur méthode, je te laisse te poser quelques secondes ici. Si toi on te demandait de faire ça aujourd'hui, comment est-ce que tu ferais? Parce qu'évidemment, il n'est pas question de trimballer un mètre sur tout le trajet. On a à peu près 1000 km entre les deux villes. Il va falloir être beaucoup plus astucieux que ça. Évidemment, ici, je te spoil pas vraiment puisque tu l'as probablement déjà vu en cours si t'es en train de voir cette vidéo, mais ils ont utilisé la méthode de triangulation. C'est-à-dire qu'ici, en pointillé jaune, on a la longueur qu'on veut mesurer et on va dessiner tout un tas de triangles autour. On verra après hein, que ces triangles, on les choisit pas n'importe comment. Et pour que cette vidéo elle soit plus digeste, je vais repérer tous les sommets du triangle avec des points. Donc A, B, C, D, E pour ceux qui sont sur la longueur à mesurer, et d'autres noms pour le reste. Et si on résume, en rouge ici on a la longueur qu'on va chercher à mesurer. Pour faire ça, la première étape c'est d'avoir une base connue. Ici disons la longueur entre I et Y. Et là il n'y a aucun secret, on prend deux villes espacées de quelque chose entre 5 et 10 km, c'est-à-dire qu'on peut voir l'une depuis l'autre. Dans ces deux villes, on va prendre des points très repérables, le sommet d'un clocher, le haut d'une colline par exemple, et on s'arrange pour avoir une mesure de la distance entre les deux la plus précise possible. Bref, ça on sait faire, pas de souci. Ensuite, on va mesurer des angles, donc ici les trois que je t'ai mis ici, avec la précision la plus extrême possible encore une fois. Donc on se place au point I, hein, par exemple le haut de notre clocher ou le haut de notre colline, et on vise un point A.
Un point A qui est sur le tracé de là où on cherche à mesurer la distance. Donc ici, par exemple, Dunkerque, notre pot de départ. Et ensuite, on utilise un appareil qui s'appelle un cercle répétiteur. On a une longue vue ici qui pointe vers le point de repère A, une autre qui pointe vers le point de repère situé en Y, donc par exemple le haut de la colline dont on parlait au départ. Et l'appareil va directement nous donner la longueur de l'angle entre les deux. C'est une espèce de super rapporteur si tu veux. Et une fois qu'on a fait ça, on va utiliser des propriétés de géométrie. Alors des propriétés de géométrie, il y en a littéralement des centaines. Mais ici, moi, je vais t'en rappeler deux qui sont utilisées dans cette méthode. Admettons qu'on a un triangle ABC quelconque. On va ensuite repérer les longueurs de chaque côté. Donc BC, ça sera petit a pour la longueur. C'est facile à retenir, hein, A parce que c'est le seul point qui ne passe pas par ce segment. La longueur AC, c'est B, et la longueur AB, c'est C. On repère ensuite les angles. Donc l'angle dont le sommet c'est B, c'est l'angle B, et ainsi de suite. Et ça nous permet d'écrire deux propriétés. La somme des angles d'un triangle, ça fait 180 degrés. Ça, je pense que tu le sais depuis le collège. Et propriété peut-être que tu ne connaissais pas à ce stade-là. La longueur A divisée par le sinus A. Donc cette longueur divisée par le sinus de l'angle qui est opposé, c'est égal à la longueur B, celle-ci, divisée par le sinus de l'angle qui est opposé. Et pareil avec C, qui est divisé par le sinus de l'angle C. Cette formule, cette propriété, tu ne dois pas la connaître par cœur dans le cadre de ton programme. Ou même si, comme tu le vois ici, probablement que tu l'auras peut-être déjà mémorisé à la fin de la vidéo. Par contre, tu dois absolument savoir l'utiliser dans un exercice si jamais on te la donne. Bon ensuite, on a tout ce qu'il nous faut. On avait trois angles et une base connue. On va donc en déduire d'autres valeurs dans notre triangle AIY et ABY. Donc, comme tu le vois, on commence par déterminer un angle avec la propriété des angles d'un triangle qui est égale à 180 degrés. Et ensuite, on en déduit la longueur AY ici en utilisant la deuxième formule que je viens de te montrer avec les sinus. N'hésite pas à mettre pause si tu veux vérifier ce que j'ai écrit ici et le refaire sur une feuille de brouillon éventuellement. Ça nous permet de calculer la longueur AY qu'on n'avait pas encore au départ. Bien, maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour l'ultime étape, c'est-à-dire calculer la longueur AB. Et ça, on le refait encore une fois à partir de la formule avec les sinus. Bon, c'est bon. On a la première étape, on vient de déterminer avec une bonne précision la distance entre les points A et les points B. On peut donc continuer ainsi de suite en passant sur le triangle du dessous, en refaisant les mêmes étapes, pour obtenir la longueur BC. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au point E. Donc, comme tu le vois ici, c'est plus chiant, très long, que compliqué. Et quand je te dis que c'est un travail vraiment pénible, je mâche mes mots, puisque là, ici, sous les yeux, tu as les triangles que eux, ils ont utilisés. Et comme tu le vois, on n'est pas sur 3-4 triangles, on est sur facile une centaine. Et il faut savoir qu'ils faisaient ça à l'époque juste après la Révolution pendant la Terreur, et que ça leur a pris plusieurs années. Bref, ça devait être un sacré voyage. Dans la dernière partie de cette vidéo, on va s'intéresser à la manière dont on peut placer un point sur le globe terrestre. Puisque maintenant on connaît sa taille et sa forme, on va chercher à donner la position d'un point dessus. Pour ça, on va devoir utiliser quelque chose dont on a déjà un petit peu parlé ici, les méridiens. Un méridien, c'est un grand cercle qui passe par le pôle nord et le pôle sud. Et il va nous falloir aussi ce qu'on appelle des parallèles. On appelle ça des parallèles parce qu'ils sont parallèles à l'équateur. Comme tu le vois ici, on a un cercle parallèle. Il est bien parallèle à l'équateur. Et ensuite, on va pouvoir quadriller notre globe en quelque sorte. On va avoir ici les méridiens, donc les cercles verticaux ici, et les parallèles, les cercles horizontaux. Et ces deux types de cercles vont servir à nous donner deux valeurs qui vont pouvoir placer un point n'importe où sur le globe. La première coordonnée, c'est la longitude. Ça, c'est l'angle formé entre le méridien qui passe par un point A, dont on cherche à donner la position, et un méridien de référence, celui de Greenwich. Alors Greenwich, c'est un coin juste à côté de Londres. Et pourquoi ce point-là? J'ai envie de dire pourquoi pas, il fallait bien une référence, c'est tombé sur ça. Donc lorsqu'on est à Greenwich, la longitude c'est pile 0. Si on se déplace vers l'est de Greenwich, donc l'est de Londres, la longitude commence à augmenter de 0 à 180 degrés. Et si on se déplace vers l'ouest, la longitude diminue dans les négatifs, donc ici on est à moins 15 degrés par exemple, jusqu'à moins 180 degrés si on est pile de l'autre côté du globe. Donc ici le point A il a une longitude d'environ 60 degrés. Et pour la latitude, on va faire pareil par rapport à l'équateur. Si on se déplace au-dessus de l'équateur, on a une latitude qui va être positive de 0 à 90 degrés si on est pile au pôle Nord. Et si on se déplace vers le sud, on a une latitude qui va être négative de 0 à moins 90 degrés si on est pile au niveau du pôle sud. Et ensuite, parce que c'est pas encore assez compliqué, on va souvent donner les indications avec autre chose que des nombres à virgule comme 45,2 par exemple.
Les coordonnées GPS, on les donne très régulièrement avec des degrés. Donc ici, 45 degrés pour le point A. Et après, tout ce qui va se situer après les degrés, donc plus petit que les degrés, on va généralement donner ça avec des minutes et des secondes. Sachant que 1 minute, ça vaut 1/60e de degré. Et 1 seconde, ça vaut 1/60e de minute, c'est-à-dire 1/3600e de degré. Donc ici, la longitude de notre point, c'est 45 degrés, plus 2 divisé par 60 degrés, plus 35 divisé par 3600 degrés. Si on prend les coordonnées GPS de deux villes, par exemple Paris, on pourrait donner ça de cette manière-là. 2 degrés, 19 minutes, 59 secondes. Donc on est presque au niveau du méridien de Greenwich, on est juste un petit peu à l'est. Ensuite, on a 48 degrés, 52 minutes, 01 secondes nord. Donc ça, c'est positif, on est bien au-dessus de l'équateur, et 48 degrés, ça nous donne une position en termes de distance par rapport à l'équateur. Ensuite, on pourrait prendre une ville située en Afrique du Sud. On a 24 degrés, 40 minutes, 01 secondes, est. Donc ça veut dire qu'on est bien à droite du méridien de Greenwich. Donc on sait que cette ville d'Afrique du Sud, elle est plus à l'est que Paris. Et moins 28 degrés, 28 minutes, 59 secondes, sud. Ça, c'est pour la latitude. Et ça nous précise bien qu'on est au sud de l'équateur pour cette ville. La dernière chose que tu dois savoir dans le cadre de ton programme, c'est que la distance la plus courte entre deux points sur le globe terrestre, c'est généralement pas une ligne droite lorsque tu as une représentation sur un planisphère. Ici, la distance la plus courte entre les points A et B, c'est bien l'arc de cercle rouge ici et pas le trait vert qui passe là tout droit. Prenons par exemple une ville qui est située aux États-Unis d'Amérique et une ville qui est située en Europe. Le plus court chemin, c'est pas le trait vert, c'est bien ce que tu as ici en rouge. Cet élément contre-intuitif, il s'explique bien sur un globe. Si tu veux passer de ici à une ville qui est derrière, là, tu vas pas passer tout droit comme ça, tu vas bien faire un arc de cercle par au-dessus. Ça ira plus vite. Et ça, on le voit bien si on étudie les trajectoires des avions. Là, notre avion qui relie le Royaume-Uni jusque les États-Unis, donc à peu près San Francisco, il ne passe pas tout droit au-dessus de l'océan Atlantique, il passe bien au-dessus du Groenland. Et encore une fois, hein, sur le globe terrestre, ça on le comprend bien. La trajectoire la plus courte, elle fait bien ça pour aller de l'autre côté, et pas un espèce de détour comme ça qui descendrait vers le bas. Ça serait vraiment contre-productif de faire ça. C'est tout pour cette vidéo, si tu l'as apprécié, fais-le moi savoir en commentaire. N'hésite pas à aller jeter un œil sur mon site et sur mes différents réseaux. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos de physique, chimie et de maths.